Bonjour à tous, merci d'être là, malgré la pluie et le froid. La salle va se remplir, j'en suis sûr. Je suis très heureux de faire la connaissance, parce qu'on ne se connaît pas très très bien, de mes trois invités que je vais vous présenter pour parler de la démocratie. On va peut-être la faire se percuter avec les notions de progrès, puisque c'est le thème des Voix d'Orléans cette année. Les questions qu'on va se poser dans quelques instants, qui sont des questions, j'allais dire, fondamentales. Est-ce que la démocratie et l'état de droit perdent du terrain ? C'est une question importante. On voit évidemment ces tensions autour des migrations, des attentats terroristes, évidemment, avec des nations occidentales qui prennent des lois parfois dures. On y reviendra dans quelques instants. Est-ce que nos libertés se resserrent, qui est un autre sujet évidemment fondamental, et où va l'idéal démocratique, qui est une vision philosophique, évidemment, qui se heurte au chaos du monde. On va en parler avec mes invités. Je vous présente d'abord, honneur aux femmes, Anne Tréca. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici, dans ce très beau jardin, puis à Orléans, puisque vous me disiez que c'était une très belle ville et que vous étiez tombée amoureuse d'Orléans. C'est vrai que c'est une belle ville. Vous êtes franco-italienne, plutôt italienne que franco en ce moment. Vous êtes journaliste, vous êtes une consoeur, vous avez été journaliste accrédité à l'Union européenne, à l'OTAN, vous avez été professeur de droit des institutions européennes à Rome, dans une université, une école de journalisme. En France, le système est un petit peu différent. On va vous écouter dans quelques instants, on parlera de notre démocratie, puis on ne pourra pas s'empêcher de parler de ce qui se passe aujourd'hui en Italie, avec cette coalition introuvable, ce casse-tête démocratique, ou pas. Merci en tout cas d'être avec nous. Luciano Vandelli, vous n'êtes pas dépaysé, parce que vous avez une romaine à côté de vous. Vous êtes professeur de droit administratif et de droit des collectivités locales à la faculté de droit et à l'école de spécialisation en études sur l'administration publique. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile à dire comme acronyme, ce qui s'appelle le SPISA. C'est à Bologne. Et on parlera des dernières élections, évidemment, et on parlera de vos travaux, parce que vous avez mené une réflexion intellectuelle et approfondie sur la notion de décentralisation, sur son utilité, mais peut-être pas la décentralisation telle que nous, on se la représente ici en France, qui sont des simples transferts de compétences de l'État central vers des régions. Vous avez travaillé une réflexion globale sur l'utilité de cette décentralisation et de son utilité démocratique, véritablement. Merci d'être là. Et puis Gilles Yaby est avec nous. Bonjour, ravi de vous accueillir ici dans cette belle ville d'Orléans. Analyste politique et économiste, vous êtes basé à Dakar. Alors vous êtes de formation économiste, mais ensuite vous avez travaillé dans d'autres laboratoires. Et je vous invite tous à aller sur le site WATI, W-A-T-H-I, qui est un site de réflexion avec des contributeurs sur une multitude de thématiques qui ont trait évidemment à l'Afrique de l'Ouest et à l'émergence ou pas des démocraties, avec des intellectuels, avec des penseurs, avec des économistes, avec des femmes, beaucoup de femmes qui s'engagent. Et je voulais le signaler parce que ce site est très bien fait et il faut tout simplement, je crois qu'on peut s'abonner en fait, hein, et tout simplement suivre ce qui se passe sur votre site. Je vous présente Alexis. Alors lui, c'est un habitué des Voix d'Orléans, parce que chaque ou presque invité a pu choisir un texte. Idée du Nord. Alexis, quel texte? On commence par Luciano? Eh bien oui. Luciano, je crois qu'il y a du Tocqueville dans l'air. Absolument oui. Commençons par un texte de Luciano Vandelli. Où en est le progrès démocratique? Vis-à-vis du progrès de la technologie, de la communication, de l'information, le progrès de la démocratie ne semble pas tenir le rythme. De plus en plus, dans de différents contextes et situations, on parle de crise, de réduction, de déclin, de reflux démocratique. Si telles sont les tendances de notre époque incertaine, que peut-on faire pour faire progresser la démocratie ? On peut bien sûr aborder un sujet si complexe de plusieurs perspectives. Je vous propose de partir d'en bas, des niveaux les plus proches du citoyen, de partir des collectivités locales, véritable école de la démocratie. Je vous propose de partir d'une phrase de Tocqueville. C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté.
Cette considération nous amène à bouleverser nos traditionnelles conceptions centralisatrices. Mais n'est pas non plus convenable la conception même de décentralisation comme simple transfert de compétences du niveau supérieur, étatique, à des niveaux inférieurs, dans une dynamique top-down, de haut en bas. Et il faut bouleverser la définition qu'on a donnée de la démocratie locale elle-même, comme encore pouvoir de décision transféré dans certains domaines de compétences par un État à une collectivité locale ou régionale, dixit Wikipédia. Il s'agit au contraire de prendre conscience du patrimoine démocratique présent dans les communautés territoriales, d'utiliser les instruments de valorisation de la participation locale et de gestion, de renforcer les formes de démocratie délibérative, de libérer les énergies et le potentiel des collectivités locales. Il s'agit de mettre en œuvre une dynamique de bas en haut. En revitalisant l'esprit de Tocqueville, la démocratie locale peut constituer effectivement un extraordinaire potentiel pour relancer la démocratie. Il ne s'agit plus de transformer en bas des compétences des niveaux les plus élevés. Il s'agit plutôt de nourrir ceux-ci par le potentiel de la démocratie locale. Et je vais enchaîner avec un texte de Gilles Yaby, Sortir de la désillusion démocratique et jeter les bases du bon gouvernement en Afrique. Nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes pas gouvernés démocratiquement. C'est le grand hiatus qui nourrit le désenchantement et le désarroi contemporain. À l'âge de la prédominance du pouvoir exécutif, la clé de la démocratie réside dans les conditions du contrôle de ce dernier par la société. C'est donc le rapport gouverné-gouvernant qui devient l'enjeu majeur. Le problème est que la seule réponse qui ait actuellement été apportée à cet impératif s'est limitée à l'élection de la tête de cet exécutif. Ni plus ni moins. Ce qui ne saurait suffire tant nous voyons dans le monde de présidents élus qui sont bien loin de se comporter en démocrates. Cette citation, issue de l'essai « Le bon gouvernement », le dernier ouvrage en date de Pierre Rosanvallon, me paraît dire tout ou presque sur l'état de l'idée démocratique dans toutes les régions du monde. Si je me suis intéressé à ce livre d'un universitaire français, au point de le lire l'an dernier dans son intégralité, exercice laborieux qui n'a jamais été mon fort, c'est parce que la question du choix des systèmes politiques en Afrique me paraît absolument fondamentale pour l'avenir des différents pays du continent. Je voudrais vous donner la parole, Luciano Vandelli, parce que votre texte, sur lequel vous vous appuyez en citant Tocqueville, vous nous faites redescendre finalement à une période de notre histoire française qui était, qu'on a d'ailleurs appelée la Commune, qui fut d'ailleurs la Commune de Paris, qui fut un mouvement très fort, très violent, très dur de répression. Pour vous, le bon niveau démocratique, et on va revenir évidemment sur les coups de boutoir que font certaines situations à la démocratie, pour vous, le bon niveau démocratique aujourd'hui, c'est la commune. C'est la bonne dimension politique pour que le citoyen soit un véritable citoyen averti et engagé. Oui, je pars d'un concept de démocratie primaire, qui est la démocratie des bases, des voisinages, qu'on connaît depuis l'enfance, depuis son enfance. Il y a des systèmes, des mécanismes démocratiques qu'on apprend et qu'on reproduit à niveau supérieur. Et donc, il y a une vitalité, une importance qui vient d'en bas à nous, qui doit être utilisée par les systèmes entiers. Et donc, c'est justement les bouleversements. C'est en 1789, on parlait de la régénération de l'État à partir du local, à partir des réalités locales. Mais tout de suite, bon, je prendrai deux phrases à 2 siècles de distance. En 1800, un physicien, Chaptal, qui est à l'époque le ministre de l'Intérieur de Napoléon, dit il faut que la chaîne d'exécution descend sans interruption du ministre à l'administré à travers
l'administration à travers les préfets, avec la rapidité du fluide électrique. Donc, c'est les progrès de la science qu'on traduit en système institutionnel. Et donc, d'en haut en bas. 2 siècles après, les discours du président Macron posent un défi. Il dit il faut faire avec nos territoires des accords girondins qui utilisent les ressources des territoires. C'est un défi, à mon avis, très dur à traduire en concret, mais qui va être très intéressant et qui nous concerne tous en Europe. Dans l'Europe continentale, on a tous les mêmes sujets et les mêmes problèmes. Donc on y reviendra, mais une forme de morcellement finalement de l'État jacobin qui va faire redescendre, parce que vous avez expliqué qu'il faut que ça parte d'en bas, et on va revenir évidemment à cette notion du bas vers le haut, et ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, puisque vous l'évoquiez dans la définition de Wikipédia. Gilles Yaby, est-ce qu'elle est bien posée la question à travers le spectre de votre site internet Wati et de la question démocratique en Afrique de l'Ouest sur la démocratie et l'état de droit perd-il du terrain? Est-ce qu'on peut la poser comme ça, la question, lorsqu'il est question de l'Afrique de l'Ouest? Oui, d'abord, je dois dire mon plaisir d'être à Orléans, qui est effectivement une très belle ville. Et pour répondre à votre question, je pense qu'on ne peut effectivement pas nécessairement répondre de la même manière selon les régions du monde dans lesquelles on se trouve et qu'on observe. Et même, on ne peut pas répondre de manière générale sur l'Afrique, par exemple, où en est la démocratie en Afrique. Parce que, bon, il est parfois un peu ennuyeux de le répéter chaque fois. L'Afrique, c'est une extrême diversité, c'est 54 pays. Et en termes d'évolution politique, en termes de caractérisation des régimes politiques, il y a également une énorme diversité entre des trajectoires en Afrique centrale, par exemple, où on a encore un très grand nombre de chefs d'État qui sont en place depuis 2-3 décennies, voire plus, et l'Afrique de l'Ouest, où les 15 pays de la CEDEAO, l'organisation régionale, sont maintenant, sauf peut-être le Togo, sont tous formellement des démocraties et connaissent quasiment maintenant tous des alternances démocratiques par des élections. Donc il y a des progrès très importants en Afrique de l'Ouest sur le terrain de la démocratisation. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est plus tellement de savoir si on est en démocratie ou pas en démocratie. C'est de quelle démocratie est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on la caractérise précisément? Est-ce qu'on est simplement dans une démocratie qu'on voit à travers l'organisation d'élections régulières qui peuvent même produire de l'alternance? Ou est-ce que ce qui est important, c'est la gouvernance démocratique? Et c'est en cela que l'ouvrage de Rosan Vallon, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il déplace la focalisation sur le débat public, sur les politiques publiques et sur la participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques. Et moi, je pense qu'en Afrique, comme ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est l'approfondissement de la démocratie dans ses aspects notamment non électoraux, parce qu'on voit bien que les élections ne sont pas la démocratie. On le voit dans des grandes démocraties, vous voyez très bien... Et très récemment, l'Égypte, si je peux me permettre de citer l'exemple le plus récent, c'est l'Égypte. Oui, tout à fait. Le seul opposant au président Sisi, c'était un homme qui avait été un de ses ministres. On l'a utilisé pour créer une fausse opposition et sa victoire a été écrasante. C'est une démocriture, comment on peut l'appeler? C'est une fausse démocratie? Oui, ça les vernit de la démocratie, mais ce n'en est pas une? Oui, c'est ce que j'avais appelé une simili-démocratie. C'est un peu comme des chaussures en cuir, le cuir, le simili-cuir. Mais ça ressemble à la démocratie. Au fond, ça ressemble à la démocratie, mais effectivement, à nouveau, je crois qu'il faut avoir malgré tout une vision plus complexe, c'est-à-dire que la demande de démocratie, elle ne va pas se poser de la même manière dans des pays où on a encore des besoins fondamentaux qui ne sont pas assurés et dans des pays où en Europe où la majorité de la population a accès à l'alimentation, à l'éducation, à des systèmes de protection sociale, malgré les problèmes. Mais enfin, on n'est pas du tout dans la même situation que dans la grande majorité des pays africains. Et donc en Afrique, il faut que la démocratie, pour qu'elle se maintienne, il faut qu'elle produise des résultats
qui fasse du sens pour les populations. Et je crois que le défi le plus important, il est là. Et ça, malheureusement, après 2 décennies de démocratisation en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a une désillusion démocratique, pas parce qu'on ne croit pas à la démocratie, mais parce qu'on ne voit pas nécessairement les effets ce concrets que ça apporte en termes de développement économique et même de sécurité. D'ailleurs, insidieusement, vous reliez la thématique des voix d'Orléans, le progrès à la démocratie. Vous dites qu'il faut impérativement que cette démocratie soit associée à un progrès concret pour les populations. Absolument. C'est ça Et donc un progrès économique, on y reviendra. Au-delà de l'économie, un progrès en termes de stabilité, de sécurité, de développement économique et social, de cohésion interne, parce que les pays aussi sont divers en interne, et donc il y a une vraie problématique de cohésion de la société. La démocratie, par des élections, ne produit pas cela. Elle produit même parfois exactement le contraire, de la polarisation. Anne Trécart, au risque, puisqu'on s'est vu avant de préparer le débat, enfin assez brièvement, mais nous nous sommes vus, au risque de vous agacer, puisque je le ramène à vous, parce que vous êtes une consoeur, une journaliste, il y a les élections italiennes, l'Italie c'est Rome, enfin, de berceau comme ça, de la démocratie, du débat, et pourtant c'est un pays qui est bloqué. Le président a reçu la semaine dernière les forces en présence, sans trouver d'issue, c'est une démocratie bloquée. La Ligue d'un côté, qui ne s'appelle plus la Ligue du Nord, et puis le mouvement 5 étoiles, qui n'est plus dirigé par Pepe Grillo, et qui à l'origine était un site internet. 5 étoiles, c'était une sorte de plateforme collaborative où les citoyens pouvaient s'exprimer, et puis c'est devenu ce mouvement leader, mais qui ne peut pas gouverner. Est-ce qu'elle est en danger, votre démocratie, la démocratie en Italie, puisque elle fonctionne, mais n'émerge pas de gouvernement, de gouvernance? En termes systémiques, elle n'est absolument pas en danger. En termes d'efficacité, elle est très en danger. Elle est totalement paralysée. Mais en termes systémiques, c'est un exemple de démocratie, ce qui s'est passé en Italie, puisque on a la poussée de 2 partis qui demandent des aménagements de la démocratie qui était. Donc on a un parti, les 5 étoiles, qui n'a pas de siège, qui n'a pas de locaux, qui se réunit dans des hôtels et qui continue de discuter sur la plateforme Rousseau, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est ça. Un appareil de parti totalement inexistant, mais c'est pour ça qu'on parle de mouvement, qui demande une démocratie participative et qui nous explique que au Parlement, toute mesure éventuellement défendue par le mouvement 5 étoiles vient d'une consultation en ligne auprès des citoyens. Ça, c'est une évolution de la démocratie par rapport aux partis de gouvernement traditionnels. Et puis de l'autre côté, on a effectivement la Ligue qui demande une évolution plus autoritaire de la démocratie. Donc ce sont 2 forces opposées qui ont émergé dans ces élections. En termes de démocratie stricto sensu, je pense que c'est un progrès, puisque les Italiens sont sans doute mieux représentés que dans un système majoritaire où ils auraient dû avaler leurs convictions plus vite pour voter contre le pire de tous, comme souvent c'est le cas dans les systèmes majoritaires. Bon. On est en proportionnel, et en proportionnel intégral, effectivement, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas parce qu'on a des forces politiques à peu près équivalentes. Personne n'a gagné les élections. Il va falloir faire un mariage contre nature pour arriver à avoir une majorité au Parlement. Et ce mariage contre nature va peut-être se faire, peut-être pas se faire. S'il se fait, ce sera sans doute sur une liste déterminée de thèmes. Et c'est là où effectivement le président de la une République, plateforme programmatique partagée par les deux. Voilà, c'est ce qu'on appelle il governo di scopo, qui a lo scopo, c'est comment on dit? Lo scopo, il a lo scopo, l'objectif, de finalité, un gouvernement de finalité, exactement, qui notamment pourrait quand même permettre de passer les échéances budgétaires, qui sont nos vraies urgences. Oui. C'est à l'automne. Des mois prochains. Oui, et puis déjà pour Bruxelles, il faut qu'on rentre dans un mois une copie à Bruxelles sur ce que sera le budget 2019, et il faudrait quand même se mettre d'accord. Et puis, il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'en fait, le mariage contre nature n'est pas possible. Personne n'arrive à se mettre ensemble sur une liste de finalités de gouvernement, et on retourne aux élections, comme l'ont fait les Espagnols il y a quelque temps. C'est assez, ça va se jouer. Pour arriver au même résultat, si je peux me permettre, si on lit bien les articles, de nouveau les élections revalideront, j'imagine, la Ligue et 5 étoiles, non? Avec ce risque? Revalide et consolide. Et consolide. Oui. Donc, finalement, retomber dans la même situation d'une démocratie bloquée. Oui.
dans l'état actuel des choses, ça ferait pas avancer le schmilblick. Mais en revanche, effectivement, il va falloir que les partis politiques... Alors, vous savez, dans les nouveaux élus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de perdre leur fauteuil. Hein. C'est aussi ça, la démocratie. Ce sont des gens qui n'avaient pas de travail, qui en ont tout d'un coup, et avec un salaire très enviable, et une position qu'ils n'ont pas envie de perdre, donc ils n'ont pas envie de retourner aux élections. Ça compte beaucoup aussi dans ce qui va se passer. Ils sont devenus des hommes politiques, finalement, comme les autres ? Vous savez, l'Italie, c'est le pays de la souplesse et du pragmatisme. Alors, c'est très difficile à expliquer ça en France, parce que les Français pensent que c'est le pays des trahisons et de l'infidélité. Ce sont des adjectifs, des substantifs différents sur un même phénomène. Le professeur Vandel, il vous a parlé de la décentralisation. Pourquoi il a réfléchi à ça? Mais parce qu'il vient d'un pays avec une histoire qui a porté à cette décentralisation. Notre unité, elle est très récente. On a une longue tradition de république, et puis encore avant de fiefs qui étaient rivaux, mais qui ont eu aussi des moments d'excellence absolue dans l'histoire. Alors pourquoi vouloir à tout prix une centralisation? Et ça reste dans l'ADN des Italiens. L'idée que quelquefois, il faut abandonner l'esprit de système pour revenir à un pragmatisme de compromis. Et ça marche. Alors peut-être que ça va marcher encore. C'est dangereux, c'est un moment donné. Enfin, c'est compliqué parce que la Ligue et le mouvement 5 étoiles, il faut quand même le préciser, ont cristallisé et ont réussi cette victoire sur la thématique des migrants. On parlera de l'Europe, mais il y a eu un débat très fort en Italie sur notamment les migrants. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Pardon, alors vraiment non, je veux intervenir et je me trouve ah ben oui, c'est l'intérêt, c'est dans la curieuse situation de défendre le mouvement 5 étoiles qui pourtant ne me convainc pas. Mais il faut reconnaître qu'ils ont gagné sur la promesse d'un revenu universel et sur des thématiques économiques. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas un grand pays d'accueil des migrants et que le débat en Italie, vous avez tout à fait raison, est très sérieux, très présent et que la situation est très crispée. Mais les 5 étoiles qui ont fait 32% des voix aux élections ont été élus dans le sud et le centre-sud du pays sur un marasme économique. Un mot, Gilles Yaby, parce que oui, on passe d'un continent à un autre, finalement, d'une démocratie, de l'histoire de l'Italie, de Rome que j'évoquais, à un continent africain qui est en train et qui sort de terre aujourd'hui avec des jeunes, beaucoup de jeunes. J'ai lu le livre de Stephen Smith, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, qui est passionnant, il vient de sortir, je vous invite à le regarder, et c'est un spécialiste, un journaliste spécialiste de l'Afrique, et qui dit finalement l'aide au développement, parce que souvent on lit, nous journalistes, on le dit, elle n'est pas bien utilisée, elle tombe dans les mains des présidents et de leurs amis, et que finalement elle n'est pas utilisée. Lui, il dit non, c'est pas vrai. Une grande partie de l'aide au développement que la France vote chaque année part bien au développement, mais simplement il explique qu'avec l'argent que reçoivent les peuples, eh bien, on leur donne un peu plus envie encore de quitter leur pays. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça une forme de danger à voir partir sa jeunesse, alors que c'est elle, normalement, qui doit être le ferment de la réussite, de la puissance démocratique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment? Oui, enfin, c'est une question très complexe, celle des migrations. Et je crois que il y a beaucoup de choses à dire déjà simplement sur le plan factuel. Et d'ailleurs, sur le site de Wati, nous avions fait une initiative sur les migrations ouest-africaines, essentiellement dans l'objectif simplement de revenir aux faits. Et les faits, c'est que les stocks, lorsqu'on parle en termes de stock et pas en termes de flux, oui. Les 3/4, voire davantage des migrations en Afrique se passent à l'intérieur du continent. Et en Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Les gens bougent pour aller vers les pays voisins et en fonction des opportunités économiques. Et aujourd'hui, les flux les plus récents, effectivement, viennent davantage vers l'Europe, mais c'est une accélération qui date de 3-4 ans, qui est aussi, disons, qui est liée également à des situations de crise économique dans des pays d'accueil en Afrique. La Côte d'Ivoire, par exemple, a été pendant longtemps un pays d'accueil. Évidemment, lorsque vous avez des pays importants qui sont en crise, vous avez des opportunités qui se ferment au niveau de la région. Mais je crois que ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas une ruée. Le livre de Stephen Smith, c'est la ruée vers l'Europe. La ruée vers l'Europe, ce n'est pas encore le cas. Et c'est vrai, on peut penser qu'en termes de projection démographique,
en Afrique, il y a une vraie possibilité que si les opportunités économiques ne sont pas créées, si les jeunes n'ont pas de perspective, il y a une vraie possibilité que les flux effectivement augmentent dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et donc, je comprends bien que d'un point de vue politique, la préoccupation soit forte en Europe par rapport à cette peur-là. Mais je crois que du point de vue ouest africain, ce qu'il est important, c'est de voir que les migrations, d'abord au niveau international, ont toujours existé, ont concerné tous les continents, historiquement, lorsque l'Europe était en crise et il y a des flux de migration beaucoup plus importants proportionnellement à la population de l'époque que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut replacer un peu les choses dans leur contexte historique. Cela étant dit, la vraie préoccupation pour nous en Afrique de l'Ouest, elle devrait être de créer des emplois. Elle devrait être de changer nos structures économiques et de changer également une culture de la dépendance. Vous avez évoqué l'aide au développement. Moi, j'ai fait de l'économie du développement étudié en France et je dois dire qu'après les années, maintenant, j'utilise quasiment plus le terme de développement et d'aide au développement parce que je pense que derrière, cela ne restitue pas la complexité. Les motivations de l'aide ne sont pas, elles sont extrêmement diverses. C'est aussi géopolitique, c'est aussi économique. Et donc, ce qui est important, c'est de voir dans quel type de relations économiques l'Afrique et les régions africaines doivent nouer avec l'Europe et avec les autres parties du monde pour en tirer, disons, aussi des avantages. Et c'est ça qu'il faut revisiter. Je crois qu'à nouveau, c'est très difficile de parler de l'efficacité de l'aide au développement lorsque on ne regarde pas plus précisément ce qu'on intègre dans l'aide au développement et les motivations spécifiques qui peuvent être liées également aux ressources naturelles, à l'accès à des ressources stratégiques dans certaines parties du continent. Donc on le voit bien dans votre discours, il y a un lien direct dans chacune de vos prises de parole entre le développement économique ou l'appropriation des matières premières, par exemple, et la démocratie. C'est intimement lié. Oui, pour moi, c'est très clair. La promotion de la démocratie au niveau international, que ce soit par les pays européens ou par les États-Unis, il faut bien voir qu'elle a toujours été très sélective en fonction des pays, en fonction des ressources des pays. Et ce n'est pas un hasard si en Afrique centrale, où tous les pays quasiment sont producteurs de pétrole ou de matières premières stratégiques, la République démocratique du Congo étant l'exemple achevé de richesse extraordinaire et de pauvreté extrême de la population et d'insécurité permanente. Ce n'est pas un hasard si en Afrique centrale, on n'a pas de démocratisation et qu'en Afrique de l'Ouest, où on a des pays pétroliers comme le Nigeria, oui, mais on a aussi des pays qui sont, disons, beaucoup plus pauvres. Il y a une marge plus importante de mobilisation politique, de changement politique. C'est terrible ce que vous dites. C'est-à-dire quand on a des richesses, on favorise des régimes autoritaires forts dans la main des grandes puissances, puis quand on n'a pas beaucoup de richesses, on laisse la démocratie se faire. Oui, malheureusement, il faut être pragmatique. Je pense que c'est un peu la réalité. Les facteurs économiques sont extrêmement importants partout, dans toutes les régions du monde. Et je pense que le lien avec le politique, il est partout présent. Professeur, vous êtes d'accord avec cette phrase tirée d'un article que j'ai lu dans l'Humanité? C'est une philosophe qui parlait de la démocratie. Bah oui, il faut être très ouvert à toutes les presses. La démocratie est un régime politique et social essentiellement fragile parce qu'il repose, dit-elle, sur une adhésion consentie des populations concernées, à la différence des régimes autoritaires qui reposent sur la crainte, la censure et la répression. J'en reviens à votre idée de la commune. Il y a une forme d'assentiment. Quand vous dites c'est le bon niveau, ça veut dire que les citoyens sont des véritables acteurs. Et là, on le voit avec le débat sur l'Afrique, c'est plus compliqué. Il y a le progrès économique. Mais dans le cas de l'Italie, dans le cas des pays développés, comment on fait? À mon avis, c'est très intéressant les liens qu'il y a entre la considération. Il peut y avoir des élections sans démocratie. Il peut y avoir de la communication, des réseaux sans participation réelle, c'est qu'on venait de dire. Il y a quelques instants une présentation des livres de science-fiction. Ça me rappelle quelques classiques sur notre futur. Donc, d'un côté, quel va être notre futur, les futurs de nos systèmes? Une perspective dure, autoritaire, classique, 1984, Orwell. Là, il y a un système dur avec la torture, etc., caché, bien sûr. L'autre perspective, qui fut un débat avec là, c'est un autre système plus doux, plus flexible apparemment,
qui contrôle très bien les individus, la communication, etc. C'est Huxley, les meilleurs des mondes possibles. Les deux ont eu, ils défendaient chacun sa perspective. Ils disaient c'est moi qui va effectivement. C'est moi qui vais avoir raison. Ouais. Voir le futur. Bon, à mon avis, notre époque nous montre que la communication, l'informatique, les numériques, Oui. les réseaux peuvent être utilisés J'allais y venir. comme apparence de la démocratie. Ouais. Apparence. Comme, Oui. bon, c'est la masque de la démocratie. Pour vous, Il faut dire, Madame faisait référence aux 5 étoiles. Oui. Il y a eu des garçons, disons, élus parlementaires avec 59 clics sur les réseaux. Donc il y a eu une sélection des nouveaux parlementaires qui sont une quantité vraiment historique. C'est un parlement extrêmement nouveau, mais choisi comment on clique, on tape sur l'ordinateur et on choisit son parlementaire. Et donc, si vous avez... Et après, on va acheter des yaourts. D'amis, Après, on va acheter des yaourts sur Internet et on choisit son parlementaire juste avant. voilà. On choisit son candidat. C'est-à-dire que ça a été la sélection du mouvement. Non, il faut Pour les préciser candidats qu'ils n'ont pas été présentés. élus démocratiquement. C'est qu'on a la primaire pour choisir le candidat, c'est faite sur Internet. C'est bien ça, hein? Mais M. Macron, quand il a choisi ses candidats, comment il a fait? Il y a une commission. Il y a une qui commission sélectionne des d'investiture. candidats, et puis les gens voulaient que Macron gagne, donc ils ont voté pour des candidats qu'ils ne connaissaient pas. C'est vrai. Non, mais ça ressemble beaucoup d'ailleurs, même dans si on veut le comparer, à le travail de campagne électorale mené par les marcheurs. On menait une campagne sur Internet avec des propositions venues d'en bas. Et ça continue, me dit-on là dans l'oreille, pour faire remonter un certain nombre de thématiques. C'est le boulot d'ailleurs de Castaner, notamment du ministre et du patron du parti, pour essayer de faire remonter. Bien sûr, vous êtes d'accord avec quand même l'idée, l'apparence de démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle et on parlera de l'Afrique et d'Internet, parce que c'est peut-être aussi un outil utile et nécessaire, mais est-ce qu'il y a un danger dans cette démocratie 2.0 qui semblerait être une apparence de démocratie? Puisque c'est vrai que certains se disent, mais après tout, c'est ça la solution. Les gens ne vont plus aux urnes, tournent le dos à la politique, mais faisons-les voter directement de chez eux sur leur smartphone. Enfin, cette question-là, elle est posée quand même, hein. Alors là, vous arrivez à un thème que j'ai vraiment à cœur et qui est mon nouveau thème de travail et qui est ce sur lequel je concentre maintenant mes réflexions. C'est effectivement l'apparence de la démocratie. C'est exactement comme ça que je la dirais. Et c'est le rôle des GAFA dans la diffusion d'une information alternative. Enfin, ils offrent le moyen de diffuser une information alternative qui permet aux gens d'aller simplement conforter ce qu'ils ont envie de croire, hein. Donc c'est L'opinion flattée. la plus grosse menace pour nos démocraties occidentales, je pense, est là. Je pense qu'elle vient d'Internet et de l'usage qu'on peut en faire actuellement, que ce soit dans le détournement des données personnelles, alors ça c'est l'affaire de Cambridge Analytica. Ou bien dans la diffusion de théories complotistes foireuses, ça c'est Facebook, ou bien les robots, ça c'est Twitter, qui vont donner donc ce qu'on reprochait déjà aux journaux, mais un mégaphone super amplifié sur un tout petit phénomène dont on va profiter pour tirer une théorie quelconque. Et là, pour l'instant, on est vraiment à la préhistoire de l'Internet, je crois. Je crois qu'on est tout à fait au début de cette nouvelle technologie. On ne la maîtrise pas. C'est une technologie qui va... Enfin, certains la maîtrisent quand même, hein. Certains fabriquent l'algorithme quand même. Non, on ne la maîtrise pas. Il n'arrive dans pas le du sens ciel, bon quoi. Gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'est D'accord. pas capable de Oui. la maîtriser en termes d'organisation de la cité et de son exploitation dans la cité. Et en fait, on a déjà vu dans toutes nos élections et à chaque tour d'élection, y compris le Brexit, les Britanniques... On dit qu'il n'aurait pas eu lieu si Voilà. Alors, le camp Cambridge de... Analytica n'avait pas eu ces 80 millions de données personnelles.
ouais, alors bon, le corps du livre va dire non, de toute façon, ça aura été comme ça quand même le résultat, on ne pourra jamais savoir exactement, mais effectivement, en Allemagne, on a eu très peur aussi d'un détournement de l'élection par Internet. En Italie, on n'a pas parlé vraiment de détournement, je crois. Pour l'instant, rien n'est sorti. En revanche, c'est sûr qu'il y a des niches d'information qui deviennent des niches d'intoxication, qui deviennent des niches de programmation mentale. Et ça, on en a. Parce que, pourquoi ? Parce que les politiques ont perdu de la crédibilité, parce que les journalistes ont perdu de la crédibilité, et que donc les gens, surtout en Italie, où quand même les théories de rétroscena, c'est-à-dire ce qui se passe derrière, il y a beaucoup ça en Italie, qu'est-ce qui se passe derrière le décor, hein ? Et c'est là que ça se passe en fait. Bon, des petits arrangements entre politiques, des petits arrangements entre contre-pouvoirs. Toujours la suspicion finalement de qu'il s'est passé quelque chose, ou qu'il a pu se passer quelque chose. Non, mais les Italiens en sont facilement convaincus. Il s'est passé. C'est croustillant. Pardon, c'est croustillant. Et puis ça va aussi dans un pays où le pouvoir central est faible. C'est vrai que les contre-pouvoirs en Italie sont beaucoup plus forts et beaucoup plus importants parce que le pouvoir central est faible. Si on compare ça à la France, par exemple. Bien sûr. Mais la France n'a pas été épargnée, puisqu'Emmanuel Macron a porté plainte après sa campagne présidentielle, puisqu'il y a eu aussi des difficultés sur Internet, puisqu'il travaillait beaucoup sur Internet. Moi, je rêvais d'un débat progrès-démocratie grâce au 2.0. J'avais lu un rapport parlementaire, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Sueur, qui était un rapport de Jacques Lorjou, l'ancien maire de Romorantin, qui était sénateur, un grand spécialiste de l'Afrique, qui avait remis un rapport avec Jean-Marie Bockel, où il évoquait l'émergence d'un continent très puissant, d'une jeunesse et donc d'un Internet, et il consacrait un long chapitre à Internet, expliquant que ça pouvait être aussi la base du développement économique grâce aux smartphones. On pouvait avoir accès aux banques, ne pas aller au guichet. Il ne peut pas y avoir un guichet dans toutes les petites villes de l'Afrique de l'Ouest. Vous y croyez, vous avez vous aussi déjà intégré l'idée qu'Internet pouvait être un outil, excusez-moi du mot, de manipulation, presque de détournement, et donc il y avait un danger? Oui, je crois que nous n'avons pas le choix, nous devons l'intégrer tout de suite. Et je crois que pour les pays africains, le défi est immense parce que justement, nous avons au moins un double défi, celui de la construction de régimes démocratiques dans le sens, disons, d'un rapport différent de gouvernés et gouvernants. Mais nous avons aussi le défi de la construction d'États, parce que ce sont des États indépendants dans leurs frontières actuelles qui sont jeunes, qui ont 5-6 décennies d'existence. Ce n'est pas grand-chose. Et donc, on a encore une très grande faiblesse dans les structures de l'État. Et un État, il peut ne pas être démocratique, mais il peut être effectif sans être démocratique. Je crois que ça aussi, c'est une vraie réalité. Je crois qu'on a longtemps confondu un peu les deux choses. Le progrès de la démocratie, ce n'est pas nécessairement systématiquement le progrès de la construction d'États. Alors en Europe, les États sont constitués depuis longtemps, ils sont solides, etc. Mais nous avons encore ce défi-là. Donc c'est un double défi. Ensuite, maintenant, nous devons gérer effectivement toute la donne mondiale, la mondialisation, les technologies, l'Internet. Et donc nous devons à la fois gérer des problèmes un peu structurels qui ont été gérés ici il y a très longtemps, mais nous devons aussi intégrer tous les bouleversements totalement incontrôlables liés à la mondialisation et aux nouvelles technologies. Par rapport à Internet, je pense que c'est un formidable outil sur le plan économique, sur le plan des banques. Ça permet de faire des sauts technologiques. Par exemple, la téléphonie fixe ne s'est jamais développée en Afrique. Alors qu'elle existe en téléphonie mobile. Voilà, et tout le monde est passé au mobile tout de suite. Mais évidemment, les dangers sont immenses parce que s'ils le sont ici en Europe, où on a des niveaux d'éducation de la population qui sont, disons, en moyenne plutôt élevés, vous imaginez bien que lorsqu'on a accès à Internet, à Facebook, etc., dans des villages ou en Afrique où on n'a quasiment pas accès à l'eau, où on vient simplement d'avoir accès à l'eau, vous voyez bien qu'il y a une masse d'informations qui arrive à des populations qui ont encore moins peut-être d'outils qu'ici pour les décrypter, savoir identifier le vrai du faux, etc. Et un autre élément, moi, par la pratique de Wati du site Internet, parce que beaucoup de choses dans le think tank se passent vraiment sur Internet, évidemment, je découvre un certain nombre de choses. La promotion, par exemple, d'un site Internet ou d'un article sur Internet, sur Facebook, si vous avez $10 000, vous faites en sorte que ceux qui sont dans un endroit donné voient votre article. Si vous en avez 20, évidemment, votre article va être moins vu et votre site va être moins connu. Et donc, on voit bien l'impact, ce que ça veut dire en termes d'influence de l'argent
à nouveau sur la politique. Et je crois que c'est déjà le cas aussi en Afrique. Donc il y a d'immenses dangers et je crois qu'on n'a pas encore une réflexion très élaborée sur la manière de contrôler ces risques de manipulation. Luciano Vandelli, est-ce qu'on peut, avec le débat dans lequel on vient d'entrer, c'est-à-dire Internet, dans un premier temps, c'est le progrès. On nous le vend en tout cas comme une notion de progrès absolu. Est-ce qu'on est dans un risque d'oligarchie? C'est-à-dire qu'on évoquait les GAFA tout à l'heure, qui ont des puissances financières bien supérieures à certains États, qui ont des capitalisations, qui ont des moteurs de recherche incroyables. Est-ce qu'on est en train justement de sortir de ces modèles démocratiques dont vous rêviez vers finalement une forme d'oligarchie 2.0? C'est un peu le sujet dont on parlait hier, Messican, etc. Donc, c'est les grands défis de notre époque. On a des instruments, des outils exceptionnels. Les progrès technologiques de l'informatique, c'est un niveau incroyable qu'on imaginait, on n'avait jamais imaginé. Même pas les meilleurs écrivains, personne ne l'avait prévu. Et donc, on a un outil très, très important et nécessaire. Mais, en même temps, c'est un défi pour la démocratie. Vous aussi, vous dites en même temps, hein, vous avez vu? C'est des armes épouvantables. Et donc, il faut, à mon avis, un effort exceptionnel pour revitaliser la démocratie au but de contrôler tout ça. Enfin, excusez-moi, mais on a un peu perdu la bataille parce que même les partis politiques, je parle en France, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, même les plus traditionnels, les Républicains par exemple, font voter leurs militants sur Internet en expliquant que ça va beaucoup plus vite. J'ai envie de dire la partie est perdue parce que même les partis traditionnels disent utilisons l'outil, faisons voter les gens sur Internet, d'un clic ils votent et on va revitaliser notre démocratie. C'est exactement l'inverse qu'ils disent. On touchait aussi, donc il y a à mon avis 3 problèmes qui sont donc d'un côté la technologie, de l'autre côté l'argent, c'est-à-dire la démocratie a des coûts, il faut qu'il soit raisonnable, qu'il soit contrôlé et qu'il soit fonctionnel au développement de la démocratie, ce qui n'est pas toujours le cas. Et troisième point, à mon avis, c'est la création, la stabilité d'une classe dirigeante, du mérite, de la formation aussi, autre sujet, de la formation. L'éducation, la formation. Pour gérer tout ça, on a besoin des compétences. On a besoin des gens qui puissent gérer des problèmes complexes, soit d'un point de vue économique, soit d'un point de vue du développement, soit d'un point de vue de la technologie et de la démocratie. Anne Tréca, il faut des gens pour gérer. Il faut des gens qui soient la méritocratie, des gens qui à la fois méritent et les compétences, mais en même temps, vous nous disiez tout à l'heure que les GAFA n'ont pas besoin des États. C'est eux qui font leurs algorithmes, c'est eux qui payent leurs ingénieurs. Est-ce que c'est à l'État, aux États, à l'Union européenne de se réapproprier ces questions? Parce que l'enjeu, il est là. C'est une vraie bataille qui se livre là. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des sociétés privées. Je ne prétends pas résoudre en une phrase. Je ne parle pas des entreprises chinoises, on n'en a pas parlé, mais qui sont aussi puissantes, c'est les BATCX, je crois, Alibaba, enfin toutes ces sociétés qui sont plus puissantes aujourd'hui quasiment que les GAFA. Donc c'est l'État qui doit reprendre ça? Ou les démocraties? Les démocraties, oui, certainement. Mais comment? Certainement. Alors, de plusieurs manières, mais je pense qu'on a besoin maintenant de mettre au programme scolaire quelque chose qui s'appellera l'instruction médiatique. C'est-à-dire qu'il va falloir, de la même manière qu'on apprend aux gens à conduire une voiture, il va falloir leur apprendre à recevoir ces technologies de communication, ces moyens de communication modernes, et il va falloir leur enseigner l'esprit critique, l'esprit d'analyse, la vérification des sources. On ne peut rien faire, je pense, contre cette évolution merveilleuse qu'est Internet, parce que je trouve que, en tout cas, moi, elle a changé ma vie. Elle m'a donné accès à un contenu culturel que je n'aurais jamais pu toucher sinon. Donc je trouve ça formidable. Je parle régulièrement avec des gens de Google et régulièrement
Ils m'annoncent de nouvelles merveilles, donc au moment où je voudrais les mordre, ils me désarçonnent parce qu'ils me promettent encore quelque chose que j'attends avec impatience. Mais il va falloir effectivement que l'être humain démocratique, et puis celui qui n'est pas démocratique mais auquel on souhaite de le devenir, que l'être humain fasse une réflexion qu'est-ce que c'est le mot du Petit Prince? Apprivoiser. On va devoir apprivoiser. On va devoir apprivoiser la communication qui arrive envoyée par des algorithmes, par des robots, et savoir effectivement la gérer. Mais vous savez, je pense que quand il y a eu l'imprimerie, ça a été la même chose. Tout d'un coup, il y a eu un tas de torchons qui ont été imprimés et qui ont été diffusés partout grâce à l'imprimerie. Il ne fallait plus un moine pour recopier, il fallait juste imprimer. Et il y a eu des tas d'horreurs dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont circulé. Et puis petit à petit, l'être humain a appris à gérer le fait qu'on pouvait imprimer. Puis après, on a dû gérer la photocopie. Et puis maintenant, on doit aussi gérer les emails, ça fait un certain temps maintenant. Et je pense que la France a une carte à jouer, parce que l'affaire du Minitel, c'est quand même pas banal. La France a été... non, j'ai beaucoup de respect, moi, pour le Minitel. Je pense que ça a été une extraordinaire expérience pour la population française, une chance inouïe d'utiliser un petit ordinateur domestique avant tout le monde. Il valait ce qu'il valait, mais ça a permis aussi aux Français de passer à l'ère numérique avec une rapidité, une réactivité extraordinaire. Dans toutes les classes d'âge, dans toutes les classes sociales aussi. La France a une bonne réactivité sur le numérique. Je pense que ça vient... là aussi, j'aimerais bien que la France fasse quelque chose, notamment dans les écoles. Ouais. Et ça commence. Oui, ça a commencé puisqu'il y a un grand discours du président Macron au Collège de France pour développer l'intelligence artificielle à travers le rapport de Cédric Villani, le grand mathématicien, qui a remis son rapport. Un dernier mot sur cette question d'Internet, juste pour essayer de nous projeter un tout petit peu, vous l'avez déjà fait, mais est-ce que notre démocratie est en train de tomber et qu'on aura bientôt une démocratie mondiale 2.0 qui sera gérée par Facebook, Google et Twitter, ou est-ce que nos démocraties, nos nations, notre souveraineté, elle tient debout face à ces sites mondialisés? On peut voir indéfiniment du Sri Lanka jusqu'au fin fond de la Russie, et je dirais la Chine presque, quand ils ne ferment pas le robinet, avoir la même information. Est-ce que nos démocraties tiennent encore debout, professeur? Est-ce qu'il y a ce danger, puisque vous parliez d'anticipation, de science-fiction? Est-ce que concrètement, on est en grand danger? À mon avis, le moment actuel est un moment effectivement des faiblesses, des difficultés pour les démocraties. Il faut remonter. Et je crois que la manière de rétablir une gouvernance acceptable au niveau global, c'est justement que les démocraties ont une manière de fonctionner les plus étroits et les plus connectés possibles. Je m'explique. Nous avons des systèmes selon lesquels nous élisons nos gouvernements. Maintenant, je crois que nous devons demander à nos gouvernements de trouver des combinaisons, des médiations entre nos intérêts nationaux et les intérêts du système global. C'est-à-dire, l'électeur allemand doit demander à Mme Merkel de faire les intérêts des Allemands, mais dans un cadre européen et dans un cadre global de démocratie qui puisse marcher dans un intérêt aussi plus vaste. Compliqué. À mon avis, c'est ça. C'est ça la solution. Enfin, en tout cas, c'est la piste. Est-ce que vous n'êtes pas un peu optimiste là sur la capacité de l'être humain à développer l'altérité? Je suis Gramscien, donc j'ai l'optimisme de la volonté, mais aussi l'optimisme de la nécessité. Il faut, c'est ça. Oui, c'est pas qu'une volonté, c'est un besoin impérieux. Comment vous regardez cette question pour clore? Parce qu'il y a les contrastes de l'Afrique, on dit l'Afrique, mais ça ne veut rien dire. Ce sont des 54 pays avec des cultures, des histoires, des développements économiques différents. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut construire l'État, il faut développer la démocratie et surtout, il faut amener du progrès, des connaissances, de l'éducation
et de l'économie. Donc c'est un défi majeur. Est-ce qu'Internet peut être cet outil-là ? Bon, pour moi, Internet, d'abord, dès lors que sur toute question, on pense qu'il y a une solution miracle et il y a une réponse comme ça et que Internet peut être la réponse aux défis démocratiques, je pense qu'il faut d'abord clairement dire non. C'est qu'un outil et il faut qu'il reste dans sa place, disons, qu'il ait une place restreinte. Parce qu'il faut beaucoup d'autres choses pour développer la démocratie et il faut des connaissances, on a beaucoup parlé des élections, mais comment se construit l'offre politique ? Comment est-ce qu'on développe, qu'est-ce qui alimente le discours politique ? Comment est-ce qu'on amène des sujets sur la table pour précisément favoriser son élection, par exemple ? Et ça, je crois que c'est lorsqu'on discute de ces modalités concrètes de la démocratie, c'est là qu'on va à l'essentiel. Ce n'est pas lorsqu'on reste au niveau de l'idéal démocratique, c'est lorsqu'on regarde concrètement comment est-ce que ça opère. Et c'est pour ça que ces discussions, je l'ai trouvée intéressante. Je voudrais peut-être finir sur deux choses qui ne nous amènent pas en Afrique, mais ailleurs. Parce que je pense justement que pour les pays africains, ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble du monde. Ce n'est pas justement parce qu'un de nos problèmes, par exemple, les pays francophones, c'est qu'on a hérité des systèmes politiques très, très, très proches de celui de la France, y compris en termes de centralisation. Je crois qu'il faut regarder le monde tel qu'il est, voir la diversité des systèmes politiques et regarder ce qui nous permet d'avancer par rapport à ce qu'on veut pour les prochaines générations. J'étais en Allemagne il y a 2-3 semaines pour quelques jours, pas seulement à Berlin, mais aussi dans un des lands allemands. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'explication de la manière dont les Allemands ont reconstruit leur démocratie après la guerre et après Hitler. Et le fait que ce soit en Allemagne qu'on ait des fondations, par exemple politiques, les fameuses fondations politiques allemandes, qui correspondent à l'idée précisément que la démocratie, les élections, pour l'alimenter, il faut former les citoyens, il faut former les acteurs politiques, il faut les former au niveau local. Ils ont des instituts de démocratie locale. Et je pense que là, on est dans une réflexion qui est cohérente. On ne peut pas vouloir de vrais partis politiques s'il n'y a pas d'institutions dédiées à la formation avec un financement public des fondations. J'ai trouvé ça très intéressant et je pense qu'en tout cas en Afrique, on devrait s'inspirer de cela parce qu'on ne peut pas construire les démocraties sans avoir de démocrates et sans avoir des institutions politiques démocratiques. Deuxième exemple, la Chine, qui n'est pas une démocratie. Mais là aussi, je pense qu'il faut voir que dans le système politique chinois, il y a en tout cas un système de sélection. Le professeur a parlé tout à l'heure de la compétence. Et ce qu'un professeur chinois a expliqué récemment, c'est que le système politique chinois n'aurait pas permis, par exemple, à quelqu'un comme Donald Trump de devenir président. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des filtres dans leur système qui sont tout à fait organisés. Donc, c'est peut-être pas démocratique, mais il y a bien un effet. En tout cas, la méritocratie. Il y a une sorte de méritocratie, effectivement, qui est intégrée dans le système politique. Je pense qu'on doit regarder cela, en tout cas du côté africain. Moi, je suis profondément en faveur de la démocratie, mais je pense à nouveau qu'il nous faut des systèmes politiques démocratiques qui correspondent également à nos réalités et surtout au progrès qu'on doit effectuer dans tous les domaines, y compris sur le plan économique et social. Un mot avant de nous quitter, alors évidemment, on pourrait en avoir plusieurs, il nous reste 10 minutes, puis il y aura peut-être quelques questions dans la salle, j'en doute pas. Il y a une actualité très forte avec la Turquie, avec les Kurdes qui sont dans un idéal démocratique, puisqu'ils réclament un espace géographique, un État, et veulent mettre en place l'État kurde, avec aujourd'hui, là, ce soir, depuis hier soir et avant-hier d'ailleurs, les Français et les Américains qui bloquent à Manjib, donc à quelques kilomètres de la frontière, et disent aux Turcs, vous n'avancez pas. Ce qui m'amène à parler de l'Europe, et vous étiez accrédité à l'OTAN, et François Hollande disait, mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes entrés, des alliés de l'OTAN vont bombarder des alliés de l'OTAN, c'est-à-dire les Turcs vont bombarder des Français, des Britanniques et des Américains. Rappelons que des soldats américains sont morts d'ailleurs sur les bombardements turcs. L'Europe dans tout ça, parce que c'est vrai que on a parlé des élections italiennes, on a parlé du blocage institutionnel, et puis il y a le débat européen qui à chaque fois nous ramène au débat sur le populisme. L'Europe ne fait rien, c'est de la faute de l'Europe. Comment vous regardez ce débat? Parce que la question européenne était posée dans vos élections en Italie, c'était un débat central. Plus d'Europe, trop d'Europe, pas assez d'Europe, supprimons l'Europe, tuons l'Europe. Elle est là, cette Europe. Alors l'Europe, effectivement, elle est quand même pas très, très, très populaire dans l'opinion publique. Non. Partout maintenant dans tous nos pays. Bon, la Turquie, l'Europe de la défense, c'est un problème spécifique. L'OTAN, je ne peux pas tout mettre dans la même réponse. Mais enfin, qui souhaitait rentrer dans l'Europe, enfin, il fut un temps, on avait évoqué cette idée. Oui. Ouais. Oui. D'accord. Non, mais cette idée a été. Ça fait 20 ans, et là, effectivement, de toute façon, les choix de Erdogan sont la question s'est beaucoup éloignée et elle n'est vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Même Erdogan lui-même, de toute façon, maintenant, n'en parle plus. Enfin, les commissions qui devaient se réunir se réunissent plus beaucoup. Terminé.
pour l'instant. Non, je vais revenir peut-être à l'Europe. Effectivement, l'Europe, populisme ou pas populisme. En Italie, effectivement, l'Italie était le pays le plus europhile de toute l'Union européenne, très longtemps. Et puis à partir de 2007, non même avant, parce qu'il faut commencer déjà avec les problèmes des finances publiques italiennes, disons, ont un petit peu terni l'image de l'Europe. Ensuite, il y a eu les obligations liées au déficit. Mais oui. Avec des Allemands qui sont à la calculette à la main et qui expliquent qu'il n'est pas question de dépenser plus que ce qu'on a dans la poche et qu'il faudrait même commencer à rembourser. Ça a été mal ressenti. Puis alors la Grèce. L'affaire grecque a été épouvantable parce que les Italiens ont vu les Grecs qui n'avaient plus de médicaments dans les hôpitaux, qui n'avaient plus d'argent au distributeur automatique, les retraités qui n'avaient plus leur pension et se sont dit mais au fond, nous sommes très endettés aussi, les prochains ce sont nous. Nous sommes les prochains. Et donc, cet idéal de solidarité européen n'était pas là avec les Grecs. Les Italiens, qui ne sont pas idiots, se sont dit ce ne sera pas davantage à notre profit. Et l'image de l'Europe avait été très écornée. Et puis alors, heureusement, divinement, les Britanniques ont décidé de partir. Alors ça, ils ont rendu un très grand service à l'opinion publique, puisqu'ils montrent que c'est extrêmement difficile de partir. Alors tous les partis politiques ou les mouvements italiens qui voulaient partir, parler d'une sortie de l'euro, ne parlent plus du tout. L'ont remis dans leur poche. C'est terminé, c'est ça. On est là, on est bien, mais le mot nouveau, c'est la réforme de l'Europe. Tout le monde veut réformer l'Europe. Et on parle de démocratie dans ce panel, mais je crois qu'effectivement, il y a quand même là, de la part de l'opinion, le sentiment que c'est une structure antidémocratique, ce qui n'est pas vrai, puisque ces institutions européennes sont l'émanation d'institutions qui ont été nationalement élues. Donc elles sont démocratiques, mais peut-être que c'est une démocratie qui s'est un peu éloignée. Et il y a effectivement là une frustration des opinions, une frustration démocratique des opinions à l'égard de tout ce qui sort de Bruxelles. Vous savez bien que nos gouvernements, tous, mais tous nos gouvernements y contribuent largement, puisque quand ils sortent d'une décision européenne, ils expliquent que ce sont les autres qui leur ont imposé une décision qui en fait... C'est Bruxelles. C'est Bruxelles, vous l'entendez aussi, j'imagine, en Italie. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a l'Europe, espèce d'entité supranationale, qui est une sorte de dépotoir, c'est-à-dire que c'est toujours de la faute de l'Europe, les déficits publics c'est l'Europe, l'agriculture c'est l'Europe. Vous étiez parti dans le début de ce débat sur la commune, sur l'idée que c'était la bonne entité. Vous la regardez comment, cette Europe qui est critiquée, vilipendée, et qui souvent ne répond pas aux aspirations, on parlera peut-être de l'Afrique, ou de l'appel de certaines populations qui disent mais que fait l'Europe? Venez nous aider. Et il n'y a pas d'Europe. Je crois que pour l'Europe, c'est le moment du changement. Le changement, c'est maintenant, comme on disait en France. Il y a eu, jusqu'à ces moments-là, des mouvements anti-européens qui sont très développés, surtout à l'Est, et on a regardé ça avec un certain, disons, oubli. Ce n'est pas tellement important, ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie. Mais si ça commence à se développer parmi les grands pays fondateurs de l'Union, ça change assez. Et donc là, c'est un cri qu'il faut saisir. Il faut comprendre que c'est un risque fondamental par l'Europe en tant qu'institution, mais en tant que système d'une civilisation, d'une démocratie continentale qui doit se confronter avec des systèmes très puissants, donc qui montent, qui ont un taux de développement très important. Vladimir Poutine, on ne l'a pas évoqué, mais l'Europe est face à Vladimir Poutine, elle est face à la Turquie, elle est face à des régimes autoritaires qui sont de moins en moins des régimes démocratiques. Et donc, à mon avis, c'est fini l'Europe qui ne garde qu'au compte et au taux des débits publics, oui. Ou de l'autre côté, la bureaucratie qui nous dit comment faire la pizza ou comment faire les chocolats. Et donc, c'est plutôt l'Europe
qui doit développer un système démocratique et de développement social, économique, justement pour interagir avec les autres parties du monde à partir de l'Afrique. Gilles Yabi, à travers votre site Wati et à travers vous, à travers votre filtre, vous la regardez comment cette Europe? Parce qu'en France, on a eu un grand débat sur la définition du mot populisme. Jean-Luc Mélenchon disait, mais j'aime ce mot, je trouve que c'est un mot très positif, c'est le mot du peuple, je donne la parole au peuple. Et puis en même temps, Marine Le Pen parlait aussi de populisme, c'est-à-dire revitaliser la démocratie en donnant la parole au peuple, en le faisant exister. Puis en même temps, côté africain, vous devez regarder l'Europe avec un peu de recul en disant, mais qu'est-ce que fait l'Europe exactement là? Parce qu'on a besoin d'elle. Bon, enfin, d'abord, je pense en termes de partenariat, l'Union européenne est le premier partenaire de toutes les régions en Afrique. Et donc, on voit, enfin, en Afrique, on voit beaucoup l'Europe intervenir et souvent de manière positive, notamment y compris sur le terrain de la paix et de la sécurité, par exemple, où l'Union européenne finance beaucoup d'opérations de l'Union africaine. Mais évidemment, cela traduit aussi, d'une certaine manière, l'extrême dépendance du continent africain sur des ressources extérieures, sur des questions qui sont extrêmement importantes pour son avenir. Mais ça, c'est un problème africain, ce n'est pas un problème européen. Sinon, je pense que l'Europe, on la voit aussi en termes d'expérience historique dont nous pouvons tirer des leçons par rapport à nos processus d'intégration régionale, par rapport au processus de construction d'une Union africaine, par exemple. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a des leçons à la fois, disons, positives et négatives à tirer de l'expérience européenne. Mais je crois qu'en Europe, ce qu'on ne peut pas oublier, ce que je pense que les populations européennes n'oublient pas, c'est que ça a été un élément clé pour la paix en Europe. Et ça, c'est quand même un acquis fondamental. Et je crois que sur un continent africain où nous avons encore énormément de situations de conflit, il est extrêmement important d'approfondir l'intégration régionale et tous ces processus de manière à en faire d'abord un outil de paix, parce qu'au fond, c'est le plus important pour les populations. Il n'y a pas de progrès économique sans la paix, dans les situations la de stabilité. conflit. Donc, il y a quand même, je pense, des acquis fondamentaux de l'Europe qui doivent être préservés, mais c'est peut-être justement pour ça qu'il est important de régénérer la démocratie locale et en même temps à l'échelle nationale et à l'échelle de l'Union européenne pour préserver ces acquis qui sont importants vu du reste du... Ne pas en faire qu'un simple outil finalement de contraintes fiscales, parce que c'est aussi ça qu'on entend beaucoup ici en France, c'est les déficits, les 3% de Maastricht, ce que vous évoquiez, et qui finalement dévitalise la notion de démocratie. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Pierre Sueur, j'étais sûr que vous alliez en poser une. Allez-y, vous avez un petit micro qui va vous être donné. Et on vous salue. Merci, je voulais réagir sur l'ensemble du débat, sur 3 points simplement rapidement. Premièrement, par rapport au débat sur la démocratie et le développement. Je ne suis pas très d'accord. Moi, j'ai une position absolument radicale. Je pense que tout être humain sur Terre a droit à la démocratie. Pendant 150 ans et plus, le colonialisme a expliqué qu'un certain nombre de gens n'étaient pas assez intelligents, pas assez dans d'assez bonnes conditions pour pouvoir bénéficier de la démocratie. Je pense que ce discours est une imposture qui a beaucoup servi. Mais je crois que tout être humain a droit à la démocratie. Chaque fois qu'on dit qu'il faut attendre que vous soyez davantage développé, finalement, je ne crois pas à cela. Bon, c'est la première remarque qui est une question aussi. Deuxièmement, sur la question des GAFA, d'Internet, etc. Il faut revenir à ce qu'ont fait les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Quand ils ont créé la démocratie, ils ont créé des lois. Platon, les lois. Bon. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, moi je l'ai vécu, j'ai été un jour à un forum de libération, j'ai été rapporteur d'une loi qui permettait d'interdire des sites Internet pour lutter contre le terrorisme. Et je me suis fait largement insulter. Mais moi, j'ai défendu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre que l'Internet est un espace où il n'y aurait pas de loi possible. Donc notre rôle consiste à recréer à faire d'Internet un espace de droit. Alors, bien entendu, ça veut dire que sur Internet, vous comprenez, il y a plein de messages qui se baladent sans auteur. Si vous écrivez dans votre journal ou votre émission des choses qui sont contraires à la loi,
mais vous allez devoir en répondre. Or, sur Internet, il n'y a pas d'auteur. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un être humain responsable de toute publication sur Internet. Il faut donc restaurer le droit d'auteur comme la propriété intellectuelle, comme la lutte contre le racisme, comme le respect de la vie privée sur Internet. Et cela ne peut exister que par des règles, des lois. Alors bien sûr, le problème, on le sait bien, c'est que c'est mondial. Mais par rapport à cette question, Michel Rocard disait que la vraie question du XXIe siècle, ce serait le gouvernement de la planète. Et on est là. Sur différents domaines, aussi bien les domaines écologiques que le domaine Internet, etc. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que la France, l'Europe, soient des môles pour créer du droit sur Internet. Et de fil en aiguille parce qu'il y a des gens qui pensent ça dans différents continents. Mais on ne peut pas démissionner devant le fait que l'Internet soit ça. Et puis j'avais une troisième question. Non, ce sera pour la prochaine fois. C'était simplement sur la question de la démocratie et des régimes. Bon, voilà. En Allemagne, en Italie, on a des élections qui... ça aboutit à quoi? La question, il faut savoir. Ou bien on veut que le Parlement, que l'élection produise une représentation fidèle de l'opinion. Point. Ou bien on veut qu'elle permette la gouvernabilité. Voilà. Mais il faut choisir. Et où on peut trouver un système mixte qui permet les deux. Mais ce n'est pas si simple. Ou alors il faut dire qu'il y a un Parlement qui représente et que le pouvoir exécutif fonctionne d'une légitimité distincte. Ça ne veut pas dire contradictoire, mais distincte. Mais si on ne pose pas la question comme ça, on va aboutir à des impasses, toujours. Gilles Yabi, d'abord sur la première intervention de Jean-Pierre Sueur, il y a plein de choses et on parlera des GAFA et on aura une question. Vous êtes entre guillemets interpellé parce qu'il y a ce débat de est-ce que on commence par la démocratie et puis le progrès c'est à côté après ou est-ce que, et vous l'évoquiez au début de ce débat, qu'est-ce que vous avez à dire à Jean-Pierre Sueur? Non, je voudrais dire d'abord que je n'ai jamais dit qu'il fallait d'abord construire, faire du développement économique avant de faire de la démocratie. Je crois que c'est très clair de le souligner. Ce que je dis, c'est que la démocratie, d'abord, il faut la voir dans ses modalités concrètes et que c'est là où tout se joue. Et ce que je dis aussi, c'est que la démocratie que nous, on veut construire sur le continent africain, c'est une démocratie qui doit produire des résultats intelligibles pour les populations. Sinon, d'ailleurs, elle n'aura pas d'avenir parce qu'elle ne sera pas soutenue par des populations qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de paix, qui ont besoin de revenus et d'éducation. Donc ma vision de la démocratie dont nous avons besoin en Afrique, au contraire, c'est une démocratie plus exigeante, je crois. C'est une démocratie qui doit être basée sur le débat, sur les politiques publiques. C'est une démocratie qui produit des systèmes éducatifs performants et qui soient accessibles à tous. C'est une démocratie qui réduit les inégalités. Donc je crois que c'est beaucoup plus exigeant en termes de démocratie. Mais je ne dis pas qu'il faut d'abord faire du développement économique et que les régimes autoritaires sont nécessairement plus efficaces. Maintenant, je crois que d'un point de vue purement théorique, on ne peut pas démontrer que la démocratie en tant que telle produit nécessairement plus de développement économique que des régimes autoritaires. On peut avoir des régimes autoritaires qui produisent de la forte croissance économique et même qui réduisent les inégalités. La question, c'est est-ce que c'est soutenable sur le long terme? Les régimes autoritaires ont une fragilité interne, c'est que sur le long terme, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Peut-être la deuxième chose quand même que je voudrais dire aussi, c'est que sur la démocratie et la démocratie grecque, etc., c'est vrai qu'on est un peu parfois agacé. Faire des lois, les lois. Oui, non, les lois, ça, je suis créer des lois, parce que c'était sur les GAFA. Il faut des institutions et des lois, ça c'est extrêmement important. Et à nouveau, c'est ces aspects non électoraux de la démocratie, c'est les institutions qui permettent de nourrir la démocratie et les lois, évidemment, sont importantes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que toutes les sociétés, y compris les sociétés traditionnelles, ont des organisations, des modèles d'organisation politique, dont certaines en Afrique étaient tout à fait démocratiques, avec des systèmes de consultation qui sont très démocratiques au niveau de sociétés traditionnelles. Et lorsqu'on parle de la démocratie, souvent comme si elle était consubstantielle à l'Occident, je crois qu'historiquement, on sait très bien que ça n'a pas été le cas. Et je crois que c'est vraiment important, du point de vue de l'éducation, en tout cas de l'information des populations africaines, qu'on n'ait aucun complexe par rapport à la construction de nos démocraties. Oui, ce n'est pas un plaquage. À ce qu'on veut pour l'avenir.
Merci. Est-ce que, professeur, vous vouliez rajouter quelque chose? Parce qu'il y a une autre thématique forte dans ce que dit Jean-Pierre Sueur sur laquelle il faut mener une réflexion, c'est la gouvernance mondiale. C'est ce qu'avait évoqué Michel Rocard, mais d'autres évoquaient sur les questions d'écologie, par exemple, une gouvernance mondiale, parce que ça ne se régit pas au niveau des nations, ni même de l'Europe, mais au niveau du monde. Et comme on démarrait notre débat sur une décentralisation revivifiée au niveau des communes, on pourrait avoir des communes très, très vives sur le plan démocratique et une gouvernance mondiale. C'est quelque chose que vous pouvez imaginer? On parle beaucoup d'un réseau des villes, par exemple, à niveau mondial. Au niveau de l'écologie, par global, exemple. qui a des perspectives en fait très concrètes, soit d'un point de vue de la technologie, soit d'un point de vue de l'écologie. Mais je crois qu'il est vrai, il faut du droit, il faut des règles, il faut des autorités De régulation. qui figent les règles. Les problèmes, c'est la faiblesse de ces organisations à niveau global qui puissent régler des phénomènes de ces niveaux. Et donc, à mon avis, il faut renforcer à la fois les démocraties et les systèmes, car sinon les règles n'ont pas la possibilité concrète d'être appliquées. À mon avis, les systèmes des gouvernements, donc je crois qu'il faut dépasser les concepts des démocraties qu'on avait au XIXe siècle. Notre époque exige une nouvelle démocratie, plus adaptée au temps, plus adaptée à ces nouvelles technologies, plus adaptée aux problèmes à niveau global qu'on doit aborder. Chacun, à mon avis, cherche à mélanger. À mon avis, tous les systèmes sont un peu cherchent un équilibre entre représentation et gouvernabilité. Il n'y a pas, à mon avis, un modèle qui tout seul puisse nous donner la solution. Il faut trouver un équilibre. Chacun à sa manière, chacun selon sa société, sa tradition, etc. Mais il faut faire un effort. Il faut réfléchir, et j'y reviens, une compréhension de sa propre communauté nationale, de ses propres communautés qui sont à niveau territorial. À mon avis, un autre aspect important qui sort du débat actuel en France, c'est la diversité des territoires. La France a montré d'être uniforme. Ces lois disaient qu'elle était uniforme, elle ne l'était pas. Et donc, il faut considérer la réalité et donner des réponses à cette réalité. Et je crois que tous nos systèmes doivent aborder ces défis. Les particularismes régionaux dont on parlait tout à l'heure pour l'Italie. Anne Trecca, sur les 3 points, et monsieur, vous posez votre question, très court, sur les GAFA par exemple, il faut de la régulation, il faut des lois. Internet n'est pas un espace libre où tout se dit avec tout ce qu'on sait sur Twitter, Facebook. C'est possible ça ou pas? Parce que les tenants d'Internet disent mais on l'a créé parce que c'est un espace libre. Oui, et en même temps, M. Zuckerberg maintenant se dit j'ai quand même enfanté un monstre. Il est un petit peu et il est convoqué devant le Congrès, vous avez vu. Il est convoqué et il va y aller surtout. Et il va y aller. Parce qu'avant il voulait pas. Il voulait pas, c'est vrai. Maintenant, il se rend compte qu'il faut qu'il y aille. Donc il a quand même des comptes à rendre. Et quand il explique qu'il interdit à ses enfants d'avoir Internet, Bill Gates lui-même ne voulait pas que ses enfants aient des tablettes, etc. Donc tous ces gens-là ont été formidables. Ils ont inventé des choses extraordinaires et ils sont peut-être un petit peu dépassés par le produit de leur trouvaille. Donc, et bien sûr qu'il faut de la régulation, évidemment, comme on en a dans l'imprimerie, on a des éditeurs responsables et il faut aussi des éditeurs responsables de contenu Internet.
La technologie va quand même reposer le problème en permanence. On a déjà le Deep Web qui pose le problème de la circulation des marchandises illégales et des idées révolutionnaires violentes, pourquoi pas. Enfin, donc, on peut courir après ces technologies, et c'est un petit peu ce qu'il faut absolument faire, et aussi à l'échelle mondiale, j'espère. En ce moment, les grandes organisations mondiales ont du plomb dans l'aile, hein, que ce soit le commerce international, que ce soit les Nations Unies, etc. Bon. Donc elles sont toutes en difficulté. Mais il faudrait quand même qu'on arrive à une autorité de l'Internet, absolument, une gouvernance de l'Internet, au moins les démocraties. On voit que ça heurte, en tout cas, la démocratie Internet. Les pays qui coupent Internet, qui empêchent, c'est la Chine, par exemple. On sait qu'il y a un accès limité à Internet, que c'est contrôlé. Et ce n'est pas une démocratie, on l'évoquait tout à l'heure. Lorsqu'une démocratie installée s'engage dans un processus de contrôle ou de régulation, très rapidement, ça devient assez complexe, finalement. Oui, enfin, la Russie, qui est peut-être, elle ne contrôle pas grand-chose, en même temps, nous envoie ou favorise. Sur les bases de départ, oui. À quel niveau ça se décide, ce n'est pas très très clair, mais enfin, en tout cas, est en train de nous truquer l'opinion publique avec des messages qui sont des messages de distorsion complète de la perception de nos réalités. Donc effectivement, là, les adresses IP, etc., sont quand même des choses sur lesquelles on peut travailler technologiquement. Mais on aura la phase, vous voyez, le Deep Web en dessous. Et je sais pas ce qu'on peut faire là. Et puis il y aura peut-être demain encore une autre. On va toujours courir. Après le législateur va courir après la technologie, oui. Une technologie, oui. Monsieur, votre question, on vous a fait attendre. C'est pas vraiment une question, c'était un commentaire. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Liabi sur cette évolution des démocraties en Afrique, tenant compte des spécificités culturelles, des spécificités régionales et économiques. Et je fais le lien avec l'intervention hier de Dominique Volton, qui, à propos de l'information qui, soi-disant, irriguerait le monde entier de connaissances, en disant mais ça ne sert à rien parce qu'en fait il n'y a pas de communication, parce que chacun déverse son discours et ne tient aucun compte de l'autre qui a lui-même son propre discours, et tout ça c'est au contraire. Et moi ce qui me paraissait intéressant, c'était de dire plus il y a d'informations comme ça, moins il y a de communication. Et j'avais envie de dire plus il y a de discours sur un progrès des démocraties idéalisées, comme s'il y avait une démocratie idéale, plus ça va renforcer les résistances à cette évolution. Et moi, je pense notamment à des pays comme l'Afrique, qui avaient en effet des traditions culturelles qui nous paraissent, à nous Européens, depuis notre beau siècle des Lumières, comme quelque chose de tout à fait arriéré. Et on a voulu plaquer sur cette culture notre concept démocratique, au lieu de laisser ce qu'il y avait de démocratique dans ces cultures infuser et nous rencontrer et nous demander qu'est-ce qu'il y a de démocratique là-dedans et qu'est-ce qu'il y a à revoir, à repenser dans notre concept de la démocratie. Et je pense qu'un des problèmes des difficultés à ce que surgissent dans certains pays, dans certaines cultures de la démocratie, c'est que l'Europe et l'Occident, qui a effectivement mis mainmise pendant des décennies sur le reste du monde, ne voit que son propre système comme pouvant être démocratique. Alors du coup, quand on va expliquer en effet dans certains pays qui ont une façon de fonctionner politique depuis des siècles, que le seul moyen d'être démocratique, c'est d'avoir des élections avec un bicaméralisme ou je ne sais quoi, ça ne peut pas marcher. Et donc il y aura une opposition à cette vision idéalisée de la démocratie. Merci monsieur. Et si c'était le mot de la fin, je voulais vous remercier d'être venu. Merci à Luciano Vandelli, professeur de droit administratif et de droit des collectivités. Puis on peut aller voir vos travaux sur Internet. Ah tiens, oui, Internet, c'est utile pour les connaissances. Il y a plein de choses intéressantes sur cette théorie de la décentralisation, de la vraie décentralisation. Merci Anne Tréca. Vous êtes journaliste et vous avez été professeur de droit européen à Rome dans une école de journalisme. Et puis vous êtes aujourd'hui en train de travailler, on vient de l'entendre d'ailleurs, sur ces nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un terrain de réflexion et d'enquête, à mon avis, incroyable. Et merci à Gilles Liabi. Je voulais simplement vous dire d'aller voir le site Wati, parce qu'il y a beaucoup, c'est un site collaboratif. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à ce site et pour recevoir la lettre. C'est de très très bon niveau, de très grande qualité, des femmes, des hommes engagés de beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest sur toutes les réflexions et les thématiques qu'on a évoquées
aujourd'hui. C'était un grand plaisir de partager ce moment. J'espère à l'année prochaine. Et merci.